Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il s'appelle Yao Agbete. Il est un expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Ce 7 octobre, il a présenté devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, en Suisse, le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Centrafrique. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Nous le recevons en personne pour en parler. Il est notre invité. Yao Agbete, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Ce 7 octobre, vous avez présenté un rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Centrafrique. C'était devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, en Suisse. Quels sont les points saillants de ce rapport que vous avez présenté? Merci une fois encore pour l'invitation. Je crois que le rapport contient beaucoup d'axes, notamment la question de la sécurité, parce que c'est le soubassement même des questions portant sur le respect ou du non-respect des droits de l'homme. Et donc, le rapport note une évolution sensible de la situation sécuritaire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ont étendu leur contrôle sur un certain nombre de territoires jadis occupés par les groupes armés. Le rapport note également que malgré l'évolution sensible sur les questions sécuritaires, les violations n'ont pas cessé non plus, parce que dans beaucoup d'endroits sur le territoire centrafricain, les violations continuent, et ces violations ont été documentées par la division des droits de l'homme de la MINUSCA. J'ai relaté dans le rapport un certain nombre de violations qui sont des faits fouillés, documentés. Un autre aspect du rapport porte également sur les questions d'ordre politique, notamment la crispation du climat politique actuel. Et il m'a semblé nécessaire d'interpeller l'ensemble des acteurs, la majorité comme l'opposition, à aller vers ce que j'appelle un dialogue de confiance. Ce n'est qu'à travers un dialogue de confiance que un consensus politique peut intervenir et faire en sorte que l'ensemble des partis politiques, y compris les organisations de la société civile, évoluent vers les élections locales de 2025 en ayant mis en place les éléments nécessaires pour construire la gouvernance locale de demain. Quand vous dites, Monsieur Yao Agbete, évolution sensible de la situation sécuritaire, évolution sensible de la situation des droits de l'homme, vous dites évolution qualitative, évolution positive, dites-vous. Avant de nuancer par le fait qu'il y a quand même des violations qui se poursuivent. Tout à fait. Je crois que si on compare la situation sur la période allant de juin 2023 à juillet 2024, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée. On le note dans les rapports produits par la MINUSCA, par l'ensemble des services, des composantes substantielles de la MINUSCA. On le note aussi par la présence de plus en plus en nombre assez élevé des fonctionnaires de l'État qui jadis étaient retranchés à Bangui parce qu'ils estimaient que la situation sécuritaire ne leur permettait pas d'aller sur le terrain. Et donc, la présence des fonctionnaires de l'État, que ce soit dans le secteur de la justice, donc les magistrats, les procureurs et autres, mais également les médecins, les infirmiers, les infirmières, les enseignants, au niveau de l'arrière-pays, sont nécessaires pour que la population puisse avoir accès à l'éducation, accès aux soins de santé. On peut s'interroger sur cette évolution qualitative que vous relevez quand on sait qu'une bonne partie du territoire national échappe encore au contrôle de l'État. C'est vrai, il y a une partie, effectivement, qui échappe au contrôle de l'État. Et par rapport à cet aspect-là, j'ai formulé un certain nombre de recommandations à l'égard des autorités centrafricaines en termes d'infrastructures. Parce que j'ai constaté, d'après mes analyses, que les groupes armés, notamment de la CPC, donc les 3R, l'UPC... Oui, la coalition des mouvements rebelles, voilà, oui, sont aujourd'hui retranchés dans des endroits inaccessibles. Surtout en saison de pluie, où les infrastructures routières ne permettent pas aux forces de défense et de sécurité d'avoir accès au territoire pour libérer les populations qui sont sous la menace de ces groupes armés. Et donc, ma recommandation porte justement sur la nécessité de construire des infrastructures routières, mais également judiciaires, pénitentiaires, scolaires, éducatives, culturelles et autres, pour relancer la reconstruction du pays. Au-delà de la question du déploiement
du personnel de l'État que vous indiquez, au-delà donc de ce point que vous indiquez dans votre rapport. Parlons concrètement et plus techniquement de la problématique dont nous traitons dans cette émission. Comment évalue-t-on de façon concrète la situation ou l'évolution de la situation des droits de l'homme dans un pays, en l'occurrence ici en Centrafrique et plus globalement dans les autres pays du continent? Il y a un point sur lequel on peut se fonder comme étant un indice, une sorte de référence pour analyser l'évolution de la situation. C'est par rapport à l'aspect humanitaire. Aujourd'hui, les organisations humanitaires estiment que environ la moitié de la population centrafricaine a besoin d'assistance humanitaire. Je crois que c'est vrai, c'est une situation qui reste préoccupante. Mais si je vois le plan de réponse humanitaire qui tourne autour de 367 millions de dollars et qu'aujourd'hui on n'a même pas la moitié de ce montant pour couvrir les besoins humanitaires, je crois que c'est un indice qui permet de dire que, en tout cas à mon avis, qu'il est nécessaire de changer de paradigme en faveur de l'évolution de la situation sécuritaire. Il est important de s'organiser et de s'orienter davantage vers des projets de développement parce que la situation humanitaire crée une dépendance. Plus on assiste, la dépendance va continuer. Alors qu'avec des projets de développement, on peut résorber, on peut conférer, on peut donner une certaine autonomie aux populations qui dépendent de l'aide humanitaire. Et donc, c'est pour ça que j'interpelle la communauté internationale à changer de paradigme, à passer progressivement de l'humanitaire vers le développement. En matière de développement, on a les ODD, les objectifs de développement durable. Il reste encore 5-6 années. Il est important que la RCA soit accompagnée par la communauté internationale pour atteindre ces objectifs. Et il y a aussi les objectifs de l'Union africaine, l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui comprend aussi un certain nombre d'axes, d'aspirations que la RCA n'a pas encore mis en œuvre. Vous parlez de communauté internationale. On sait qu'en Centrafrique, en l'occurrence, il y a plusieurs forces qui sont présentes, notamment les forces de cette milice qu'on appelle, en tout cas, c'est ainsi qu'on a décidé de les appeler les Wagner, et beaucoup de violations des droits de l'homme sont mises sur le dos de cette milice-là, mais pas que. Il y a d'autres forces en présence qui sont régulièrement soupçonnées de commettre des violations massives des droits de l'homme en Centrafrique. Comment recevoir un expert de l'ONU sur la question sans lui poser la question de savoir si, effectivement, lui aussi a le même regard sur la pratique de Wagner en Centrafrique? Au niveau de la Centrafrique, j'ai identifié 4 acteurs principaux qui commettent des violations des droits de l'homme. Il y a d'abord et principalement les groupes armés. Il y a ensuite les forces de défense et de sécurité, malheureusement. Il y a ensuite les forces bilatérales, donc les forces russes que vous évoquez, mais également les casques bleus des Nations Unies. Mais en répondant plus exactement à votre question concernant les forces bilatérales russes, j'ai reçu beaucoup de témoignages concordants qui font état de nombreuses violations commises par les forces bilatérales russes, non seulement sur les populations civiles, mais également sur les dépositaires de l'autorité de l'État au niveau des provinces, que ce soit sur les commissaires de police, que ce soit sur les maires, les préfets et autres. Et je crois que ce sont des comportements qui ne sont pas de nature à remplir la mission qu'ils sont censés réaliser. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces comportements doivent cesser et que l'impunité dont ils jouissent doivent cesser également. C'est vrai qu'à un moment donné, notamment en janvier 2021, ils ont pu apporter une aide substantielle aux forces de défense et de sécurité pour repousser les groupes armés qui étaient proches de Bangui. Je crois que la population reconnaît l'apport des forces bilatérales russes. Mais à un moment donné, la multiplication des exactions, les violences commises sur la population, par exemple rentrer dans une boutique et prendre des articles sans avoir payé, rentrer au niveau d'un troupeau par exemple et prendre un certain nombre de bétail sans avoir payé, ce sont des comportements qui ne sont pas de nature à renforcer la relation entre les forces bilatérales russes
et la population, d'une part, mais également d'autre part entre les forces russes et les forces de défense et de sécurité qui sont censées bénéficier de leur appui. Et donc, toute exaction commise sur les forces de défense et de sécurité compromet la mission essentielle de protection des populations civiles au final. Je l'ai dit, le 7 octobre dernier, vous avez présenté donc un rapport devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève en Suisse sur la situation des droits de l'homme. La question maintenant c'est, quel est le but de l'exercice? Ça change quoi? Quelle est la portée d'un tel exercice? Je crois que l'exercice, il est nécessaire et important. C'est vrai que sur place, on a la MINUSCA qui est sur place avec plusieurs services qui sont développés au quotidien. Mais il est important aussi d'avoir ce regard avec une lecture orientée vers les questions des droits de l'homme. Et donc, mon mandat consiste à évaluer la situation des droits de l'homme et à formuler des recommandations à la communauté internationale par rapport à l'appui technique et à l'accompagnement nécessaire pour que le pays se relève de ce processus transitionnel qu'il est en train de traverser. C'est important de souligner, par exemple, la question de l'impunité. La communauté internationale doit accompagner la RCA pour résoudre cette question de l'impunité. Il y a des efforts qui sont fournis par l'État, mais il reste de nombreux défis à relever, notamment au niveau de la Cour pénale spéciale. La Cour pénale spéciale rend ses décisions et je m'en réjouis, mais il y a un point essentiel sur lequel j'interpelle la communauté internationale, c'est la constitution d'un fonds de réparation pour les victimes. Si ce fonds n'est pas mis en place, au final, les victimes ne pourront pas accéder pleinement à leurs droits. On peut avoir une décision de la Cour pénale spéciale qui reconnaît le statut de victime à des personnes, mais s'il n'y a pas ce fonds de réparation, on ne pourra pas aller jusqu'au bout du processus de lutte contre l'impunité avec la réparation au final. Il y a également les questions concernant le renforcement du système de justice au niveau national. L'État a engagé un certain nombre de réformes du secteur de la justice. Je me réjouis que le ministre de la Justice ait émis récemment, en mai 2024, une circulaire qui interpelle les acteurs de la justice à faire preuve de probité et à abandonner des pratiques de corruption. Je crois que le peuple centrafricain est attentif par rapport à cela et verra dans les faits si cela se traduit concrètement. Parce qu'il y a une pratique généralisée, d'après les témoignages que j'ai reçus, du système de justice. Et donc, sans une action résolue de la part des autorités pour résorber ces questions-là, la population aura toujours cette défiance vis-à-vis de l'appareil judiciaire. Dernier point pour finir cette émission Yao Agbetse. Il y a aujourd'hui sur le continent quelques leaders d'opinion et autres activistes, ceux que Achille Mbembe appelle des néo-souverainistes ou des panafricanistes frelatés, mais ce sont ces mots qui pensent et qui disent que la démocratie et les droits de l'homme sont des modèles étrangers qu'on ne saurait transposer en Afrique. Il faut réinventer un nouveau modèle qui soit spécifiquement africain ou adaptable ou adapté à l'Afrique. C'est aussi votre opinion? Donc, je crois que moi, je ne considère pas que les droits de l'homme soient quelque chose d'importé en Afrique. Je crois que si on regarde un peu l'ensemble des empires qui ont existé en Afrique, je pense par exemple à l'empire du Monomotapa, à l'empire du Mali. À l'époque, il y a un certain nombre d'organisations de la société qui imposent le respect de l'autre. Le respect de l'autre, le fait de ne pas porter préjudice à l'autre, le fait de respecter les aînés. Tout cela est aujourd'hui incarné à travers des dispositions consacrées par les traités et les conventions. Mais je ne crois pas, absolument pas, que c'est une importation, les droits de l'homme. C'est plutôt, au niveau occidental, on a conceptualisé la chose. Je rappelle qu'au niveau de l'Empire du Mali, il y a eu un certain nombre de documents qui ont été développés et qui rappellent un certain nombre de fondements de la société et qui se retrouvent aujourd'hui dans les traités et les conventions des Nations Unies. Donc, je ne crois pas que les Occidentaux ont importé les droits de l'homme en Afrique. Plutôt, on a des pratiques
en Afrique qu'on n'a pas conceptualisées, mais qui sont reprises au niveau des traités à l'international. Yao Agbetse, je rappelle que vous êtes un expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine et que ce 7 octobre, vous avez présenté devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève en Suisse le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme où vous avez relevé quelques évolutions positives tout en indiquant que certaines violations des droits de l'homme se poursuivent en Centrafrique, espérant que, bien entendu, aussi bien les autorités centrafricaines que les experts, enfin, que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU entreprennent quelques actions pour concrétiser ce point essentiel que vous venez d'évoquer, la constitution d'un fonds d'aide ou de dédommagement au profit des victimes. Merci d'avoir été notre invité. Merci, merci infiniment. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.